Digitalisation et éducation peuvent-elles faire bon ménage? C'est le programme de Businesswoman ce mois-ci. Bonjour à tous et bienvenue dans Businesswoman. Alors avec moi sur ce plateau pour parler de notre sujet, j'accueille Aude Guénaud, la fondatrice de Plume. Bonjour. Bonjour Aude. Et à vos côtés, Sharon Sofer, la créatrice de Startup for Kids. Bonjour. Alors peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, je vous propose qu'on regarde un peu votre compte Instagram pour voir qui vous êtes et on en parle juste après. Selon Aude Guénaud, les outils numériques bien utilisés peuvent constituer un formidable moyen de réconcilier l'enfant avec la lecture et la production de textes. Fort de ce constat, cette professeure en collège, diplômée en psychologie clinique et formée à la méthode Montessori, a mis au point Plume, une plateforme d'écriture créative à destination des 8-12 ans. Pari osé, mais pari gagné pour cette lectrice passionnée qui fait de l'écran un outil pédagogique innovant. Alors Aude, je vois que vous avez mis un magnifique pull à l'effigie N'est-ce pas? Plume. Tout à fait. Plume, chatouillons l'écriture. Racontez-nous un peu plus précisément ce qu'est Plume. Alors Plume, en fait, comme l'indique notre slogan Chatouillons l'écriture, c'est le pari de rendre l'écriture tellement joyeuse, tellement créative que les enfants vont progresser en fait en expression écrite. On pense vraiment qu'un outil innovant va permettre aux enfants de développer leur plein potentiel. Chaque enfant, quel que soit son parcours et quel que soit son niveau en expression écrite, on veut que tous puissent révéler en fait leur créativité et pour progresser en français. Et une fois qu'on a dit ça, qui vous devez convaincre? Les enfants ou les parents des enfants, les professeurs des enfants? C'est qui votre cible? Alors notre cible, c'est en premier lieu évidemment les parents. On est très soutenu par les enseignants qui nous utilisent dans les classes en fait et qui permettent aux parents de découvrir notre outil. Et en fait, ce qui est assez chouette, c'est de se rendre compte que les enfants, dès qu'ils commencent, en fait, ça va très très vite, ils s'en saisissent et ils écrivent leurs propres livres. Et donc, une fois qu'ils ont commencé à écrire, en fait, il n'y a plus besoin de faire de travail de conviction. En fait, ils aiment écrire très spontanément et spécialement entre 8 et 12 ans. Alors, une tranche d'âge que vous connaissez aussi très bien. Vous, Sharon, je vous propose qu'on regarde votre compte Instagram et on en parle juste après. Tu me dis, j'oublie. Tu m'apprends, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends, disait Benjamin Franklin. Cette phrase, Sharon Sofer l'a faite sienne. Après avoir passé 15 ans dans l'univers de la tech, cette experte en marketing décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle lance alors Scientibox, des coffrets scientifiques qui permettent d'aborder la science de façon ludique. Rapidement, elle donne un nouveau tour à son ambition et fonde Startup for Kids et Demain commence aujourd'hui. L'objectif? Préparer les jeunes de 6 à 20 ans au monde de demain à travers des ateliers, conférences et hackathons. Des rendez-vous devenus incontournables pour les acteurs innovants de l'éducation. Alors Sharon, racontez-nous un peu justement Startup for Kids et Demain commence aujourd'hui. Ce sont donc des événements. À quelle fréquence et qui vous ciblez précisément? Alors, je vais commencer par Startup for Kids, puisque historiquement, c'est les premiers événements qu'on organise. Ça s'adresse aux enfants en primaire et collège, donc de 6 à 15 ans, et tant dans le cadre familial que dans le cadre scolaire. Donc, on accueille des classes et on accueille des familles. On a 3 éditions par an maintenant, donc 2 éditions qui se passent à l'école 42, qui est dans le 17e, et une édition sur le plateau de Saclay à l'école centrale Supélec. Et l'idée, en fait, c'est de permettre aux jeunes, mais aussi aux adultes qui les accompagnent, donc les parents, les enseignants, de découvrir de nouvelles façons d'apprendre. Et c'est vraiment un lieu pour tester et expérimenter. Donc, comme le disait Aude, il y a un travail de conviction à faire, mais une fois qu'on voit en fait l'enfant qui est sur une tablette ou qui utilise un nouvel outil ou qui se saisit d'une nouvelle façon de faire, le travail de conviction, en fait, il est fait naturellement. Alors, digitalisation et éducation, c'est le sujet de notre débat. On en parle tout de suite. On parle beaucoup de l'omniprésence des écrans qu'on décrit, notamment du côté des parents. Et vous, aujourd'hui, vous êtes là sur ce plateau à nous faire un peu l'apologie des écrans, notamment pour parler d'éducation. Comment on comprend ce message? Qu'est-ce qu'on fait en tant que parent, avec ou sans écran, concrètement? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une périodicité en fait, pour l'usage des écrans. C'est-à-dire que je crois qu'on est d'accord avec Sharon pour dire qu'il y a un moment où il y a la motricité fine qui s'installe chez les enfants et où il faut vraiment restreindre
drastiquement l'usage des écrans, mais il y a un moment où on peut accompagner nos enfants, et en l'occurrence à partir de 8 ans, on peut les accompagner autour de bonnes pratiques et que ça devient fructueux pour eux en fait de développer des bonnes pratiques des écrans. En fait, tout est une question de mesure. De toute façon, les enfants sont habitués aux écrans dès le plus jeune âge parce qu'ils vont voir la télé, les parents utiliser leur tablette ou smartphone. Mais encore une fois, c'est une question de temps passé et de ce qu'on fait dessus. Le problème, finalement, il se posait avec la télé avant. Aujourd'hui, il se pose avec la tablette. Donc, c'est trouver des activités adaptées à l'âge de l'enfant et sur une durée adaptée, effectivement, à l'âge de chaque enfant. Est-ce que vous trouvez que le numérique est sous-exploité aujourd'hui dans les stratégies éducatives ? Clairement, oui. Il n'est pas adopté de façon systématique, pas pour faire tout, mais en tout cas pour que tous les enfants aient un accès. Et il y a des outils hyper efficaces qui ont des vraies vertus pour prendre ne serait-ce que la détection précoce de troubles potentiels, de dyslexie et de choses comme ça. C'est un outil formidable pour un enseignant qui va avoir 25 à 30 élèves dans sa classe, ou personnaliser les apprentissages, ou offrir la possibilité d'avoir des choses individuelles pour l'enfant, une production individuelle. Donc ça offre en fait plein de possibilités et c'est dommage de s'en dispenser. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui compte, c'est d'utiliser le numérique en fait comme un outil, donc pour ce qu'il est un outil, et on peut mettre au service des besoins spécifiques de chaque enfant les fonctionnalités du numérique. Donc un enfant par exemple qui va avoir une dyslexie ou une dysgraphie, c'est vraiment valorisant pour lui d'être dans une situation d'apprentissage, on va lui offrir des outils où il va être en situation de réussite et c'est comme ça qu'il va progresser. Donc clairement, aujourd'hui, il y a une stratégie du numérique à mettre en place pour valoriser tous les enfants. Une vraie pratique pédagogique innovante, ce serait quoi pour vous ? Ce qui est innovant, c'est la façon d'enseigner, c'est la pédagogie et comme le dit Aude, c'est un outil. Le numérique n'est qu'un outil au service d'une pédagogie, de valeurs qu'on veut transmettre. Donc ce qui est important, je pense que les valeurs clés aujourd'hui, c'est l'enfant au centre de l'apprentissage, un apprentissage individualisé, que chaque enfant puisse exprimer sa créativité. Et derrière, on va aller picorer dans les différents outils qui existent, ce qui est au service de ce qu'on veut mettre en place. Ce qui est fort quand même avec le numérique, c'est que l'enfant, il va être acteur en fait. Ce qu'il faut développer avec le numérique, c'est un enfant qui ne subit pas le numérique, mais un enfant qui est actif. Et on sait tout à fait aujourd'hui dans les sciences de l'éducation qu'un enfant qui construit, un enfant qui est actif, c'est un enfant qui progresse. Et donc c'est un levier très puissant en fait pour faire progresser les enfants. Il y a l'Observatoire de l'EdTech qui a été créé en 2017, je crois. C'était nécessaire selon vous d'en arriver là ? L'intérêt, c'est qu'en fait, il y a énormément d'entreprises, de start-up et de projets autour de l'éducation et du numérique. L'Observatoire, il sert surtout à recenser en fait, ces projets et permettre aux enseignants ou aux personnes qui peuvent en avoir besoin de trouver l'information un peu centralisée. Parce que c'est vrai qu'on voit des projets émerger d'un peu partout, donc connaître depuis combien de temps ils existent. Ça permet une ressources. lisibilité en Exactement. fait de l'écosystème EdTech, clairement. Est-ce que vous êtes confronté à des parents ou à un corps professoral qui a encore peur du numérique ? Est-ce que vous vous sentez obligé de les convaincre des bienfaits du numérique ? Mais je pense qu'il y a une réticence qui est une réticence naturelle en fait du numérique parce que c'est une réticence par rapport à des choses qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux dire, il est tout à fait normal que des parents se questionnent par rapport aux usages, même à l'école, de comment la tablette va-t-elle être utilisée ? Est-ce que mon enfant, on va l'accompagner suffisamment, etc. Qu'il y ait une réticence, je pense que c'est tout à fait naturel. Maintenant, nous, justement, notre travail, c'est de montrer comment on peut ancrer des bonnes pratiques et pour faire tomber ces réticences. C'est vrai qu'un enseignant a une pratique depuis longtemps, qui connaît, qui est stabilisée. Et c'est un outil dont on a un peu peur quand on ne le connaît pas nécessairement parce qu'on parle beaucoup des abus, de l'addiction aux écrans, etc. Donc il faut passer cette barrière. Et au contraire, plus on apprend jeune à un enfant à avoir un usage raisonné et intelligent de l'outil, et plus ça va l'accompagner et lui servir toute sa vie. Ce qu'expliquait Michel Serres dans Petite Poussette, c'est-à-dire qu'en fait, on est avec des enfants qui grandissent dans un environnement qui est extrêmement stimulant et qui va stimuler les enfants d'une façon que nous, on a du mal à envisager parce que ça n'a pas été notre cas. Donc en fait, ces enfants, naturellement, intuitivement, ils sont portés vers ces outils. Et ce sont des outils, en fait, dont ils se saisissent avec une extrême facilité. Donc,
ancrer les apprentissages avec ces outils, mais surtout développer des pratiques qui sont des bonnes pratiques, c'est un enjeu sociétal important. Surtout quand on sait que en termes d'accompagnement, ça va être pas forcément les enfants les plus favorisés qui vont être bien accompagnés. Donc c'est vraiment un enjeu sociétal fort de pouvoir accompagner le plus grand nombre d'enfants possible dans ces bonnes pratiques. Avant d'enchaîner avec la Minute Réseau, dites-nous, est-ce que vous avez été accompagné, vous, au moment de la création de votre entreprise ? Moi, oui, pas mal accompagnée par Willa, le réseau Les Premières et par Entropia et SEC. Et vous, Aude ? Eh bien, on est accompagné actuellement par une famille d'entrepreneurs qui s'appelle The Family et donc qui nous permet de développer nos compétences entrepreneuriales et qui fait un accompagnement sur la façon de construire un financement, etc. L'accompagnement, c'est donc tout le sujet de notre Minute Réseau. Vous avez une idée, vous voulez vous lancer mais vous avez peur de vous sentir seul. Voilà un sentiment que partagent de nombreux entrepreneurs, comme le révèle Initiative France, premier réseau associatif de financement et d'accompagnement des entrepreneurs, dans une étude conduite en 2016 auprès de 539 porteuses de projets. Plus qu'un financement, les femmes expriment d'abord un besoin d'accompagnement et d'ouverture à un réseau professionnel. C'est pourquoi Initiative France, en plus de financer des projets via des prêts d'honneur à taux zéro, propose à toutes les entrepreneurs un suivi personnalisé pendant la durée de remboursement du prêt, soit en moyenne 3 ans. Cet accompagnement est assuré par les parrains et marraines, chefs d'entreprise bénévoles qui partagent leur expérience et donnent confiance à l'entrepreneur dans les premiers mois de la vie de son entreprise. Un soutien bénéfique puisque 91% des entreprises soutenues par Initiative France sont encore en activité 3 ans après leur création. Coup de cœur, coup de gueule, nos invités ont un message à vous faire passer. Aude, je crois que vous êtes un peu colère. Aujourd'hui, vous avez un petit coup de gueule. Voilà, donc moi, ce dont je voulais parler, c'est le message qui consiste à culpabiliser les parents autour des écrans. C'est vrai qu'on manque aujourd'hui de lisibilité autour des pratiques pour nos enfants. Et du coup, on est face à des parents qui sont désemparés et qui culpabilisent quand ils laissent leurs enfants avec une tablette. Il faut vraiment qu'on puisse déterminer avec précision quels sont les bons usages et faire passer le message selon lequel des bonnes pratiques sont vraiment profitables pour nos enfants et les écrans n'allant pas disparaître demain, il faut vraiment les accompagner dans une pratique qui va les nourrir et en fait en faire les citoyens de demain. C'est vraiment un enjeu sociétal fort. Sharon, à votre tour, vous avez un message à faire passer. Alors moi, c'est un coup de cœur pour le coup. C'est vraiment de voir cette jeunesse en Europe en particulier qui s'empare du problème du développement durable, qui est vraiment engagée, qui organise ses grèves, ses protestations, mais aussi qui organise des livres blancs et des conseils à travers un mouvement en particulier en France qui s'appelle La Bascule. Et donc, c'est des jeunes qui vont prendre 6 mois de leur temps à temps plein pour faire des recommandations sur le développement durable, sur l'écologie, pour sauver la planète. Merci beaucoup Aude et Sharon d'être venues sur le plateau de Business Woman. C'était un plaisir de vous avoir à nos côtés. Merci beaucoup. Voilà Business Woman, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager cette émission disponible sur Facebook et sur YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur le plateau de Business Woman.